année, mais un même auditoire, des mêmes téléspectateurs attentifs, j'espère, au sujet que nous allons développer avec à peu près la même équipe. D'abord Daniel. Oui, ravi de vous retrouver. D'abord vous, ensuite l'équipe de Zitata, et bien entendu tous ceux qui nous regardent, à qui je présente tous mes vœux les meilleurs pour une année qui soit d'écoute et de partage. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, Emmanuel. Bonjour, merci en tout cas de m'accueillir une nouvelle fois sur ce plateau. C'est l'occasion de présenter des vœux donc à vous tous, bien évidemment, et puis aux téléspectateurs de Zitata. Très bien. Très bref. Plaisir partagé de vous retrouver, de retrouver l'équipe de Zitata et les téléspectateurs, et de souhaiter à la Martinique, à la Guadeloupe, mais à tous ceux qui nous regardent. Oui, dans le monde. Au-delà des mers, dans le monde. Et ça va une très bonne année. Ça va au-delà de ça. Oui. Une très bonne année avec paisibilité, construction, amour, partage. Toutes les vertus qu'on peut espérer partager. Oui. On peut, nous, dans le cadre d'une heure d'enregistrement, essayer de faire preuve d'une parole précise, exacte, propre, claire, nette, de ne pas nous projeter dans ce que nous disons, de ne pas faire de tout ça des affaires qui nous regardent, qui nous concernent. Donc, l'aspect pédagogique de l'émission. On peut aussi, nous faisons du mieux que nous pouvons. On est quand même là avec vous chaque semaine. Et puis, tout ce que l'on veut, c'est en fait faire réussir Zitata et puis réussir la Martinique, comme disait Christian. Voilà. Voilà les souhaits et les vœux. C'était des vœux. Oui, absolument. Et les souhaits que je formule. Voilà. Nous allons commencer par quelques brèves, on va commencer par quelques brèves, si tu veux bien, puis après on va faire les actualités, puis après société, quelques brèves. C'est toi qui commence ou c'est moi? C'est moi, il semblerait. Donc, commence. Oui, il s'avère que les tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire les soldats africains qui ont été enrôlés la plupart de force et qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale, pour ceux qui sont toujours survivants, il y a 70 à peu près, pour pouvoir percevoir leur indemnité vieillesse, il fallait qu'ils résident au moins 6 mois sur le territoire français, alors qu'eux, ils souhaitaient rentrer chez eux définitivement. Et il se trouve que donc maintenant, ils pourront rentrer chez eux définitivement sans venir. Et ils sont combien 72. Mais il en reste 72 ? Oui, il en reste 72 de plus de 90 ans. Et la question qu'on peut se poser, si ce n'est pas un effet du film Les Tirailleurs que Omar Sy a produit et dans lequel il joue. La plateforme qui permet de voter pour l'hymne et le drapeau a été disponible pendant 2 jours. Et puis ça a fait tout un pataquès, ça a fait tout un ramdam sur les ondes. Il y aurait donc une attaque cybernétique, etc. Alors je me dis, pourquoi faire tout ça, puisque M. Letchimy a déjà dit que c'est le drapeau rouge-vert-noir qui va être choisi. Alors, non, parce qu'il y a beaucoup de rouge-vert-noir dans les drapeaux. Donc lequel rouge-vert-noir? Oui, c'est une subtilité. Oui, vas-y toi. Oui, en Birmanie, la junte militaire a décidé de libérer 7000 prisonniers politiques. Et pendant un moment, on s'est demandé si Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, allait faire partie, mais non, elle ne fait pas partie. Donc, voilà. Comment avoir 7000 prisonniers? On a dit qu'on ne développe pas. 7000 prisonniers à nourrir, 3, à faire au moins 1 repas par jour. Oui, mais il n'y a pas d'opposants à ce moment-là. C'est à ça que ça sert, les prisons. Les 2 juges d'instruction, Brigitte Jolivet et Fanny Bussac, du pôle de santé de Paris, ont prononcé une ordonnance de non-lieu à propos de l'affaire du chlordécone, l'empoisonnement au chlordécone, pour entrer dans la terminologie du temps, la terminologie militante, on en parlait, en donnant quand même, c'est assez particulier pour les juristes, vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas bon, la meilleure, 5 pages d'explication sur les raisons de leur non-lieu. En conclusion, parce que l'ordonnance a fait 300 pages, qu'elle qualifie, elle, de scandale sanitaire, une atteinte environnementale dont les conséquences humaines sont colossales, disent-elles, et elles expliquent qu'il y a une difficulté de rapporter la preuve pénale, parce que la preuve pénale n'est pas la preuve humaine ou sociétale ou de bon sens. Elles expliquent que ces faits ont été commis 10, 15 ou 30 ans avant le dépôt de plaintes, la première ayant été en 2006, également que l'état des connaissances techniques, ça c'est intéressant, que l'état des connaissances techniques du moment, au début des années 90, ne permettait pas à l'époque de savoir que l'infraction était consommée. Et que le faisceau d'arguments scientifiques ne le permettait pas à l'époque, le faisceau d'arguments scientifiques que depuis on a accumulé avec les découvertes qu'on a faites sur le chlordécone, ceci tous les jours, parce que ça continue.
Elle parle d'avancées scientifiques concernant la connaissance de l'impact sanitaire du chlordécone. Ça, c'est intéressant. En dépit de la prescription acquise. Le fait est qu'au moment où c'est fait, au moment où j'ai fait une comparaison douteuse, au moment où l'esclavage était pratiqué, il était légal. Ça va passer mal. Je vais me faire lapider par nos amis communs. Assurant également que la cause des plaignants, alors c'est plus polémique, dirais-je. En tous les cas, elle a été entendue et qu'avec ça, faites ce que vous voulez sur le plan administratif, sur le plan civil, demandez réparation pour le préjudice corporel s'il le faut, mais que sur le pénal, le strict pénal, tu avais déjà expliqué la différence entre le pénal, le civil et l'administratif. Il n'y a pas d'infraction pouvant être punie, réprimée du fait de tous ces premiers arguments qu'elles ont, ces deux juges, qu'elles ont pris la peine d'évoquer. Et puis les juges aussi taclent la plupart des parties civiles, longtemps silencieuses. L'intérêt pour l'instruction ne s'est réveillé qu'après la conférence qu'elles avaient organisée, les réunions qu'elles avaient toutes deux organisées en janvier 2021. J'acquiesce, parce que j'étais à l'époque dans le dossier, je ne le suis plus, et c'est vrai que le dossier existait, mais que nous ne bougions pas. Je confirme que ces dames-là ont raison. Moi, en tant qu'avocat, j'avoue que j'avais formulé la plainte, je l'avais déposée et que je n'avais pas relancé et que dans mon esprit, parce que dans mon esprit, je pensais qu'il y avait d'autres solutions, que tout de suite ça grippait et se focalisait sur le pénal, alors qu'il y avait d'autres choses à faire. Et que pour caricaturer ma pensée, je me disais, mais gratter toute la Martinique et puis changer la terre. Ben oui, mais ça va coûter le prix des bras de toute la France. Eh bien, que la France y mette ses bras, parce que c'est la France qui a autorisé, qui a permis quand même cette affaire de chlordécone. C'était ça ma conception idéaliste, tout à fait idéaliste de l'affaire. Et c'est pour ça, surtout qu'il faut le dire, que lorsque nous nous réunissions, Davidas et puis les militants de l'époque de l'association que nous avions formée, ça dans les années 80, avant tout le monde, hein, nous réunissions dans une petite maison de Génipa, tu vois, en face, une maison de GOE. Je parle d'habitation, tu connais un peu, tu sais ce que c'est qu'une habitation. Peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tellement, je t'explique. Davidas avait racheté l'une des maisons de l'habitation à l'époque, on se réunissait tous les mercredis, et en parlant, on évoquait, et on avait conclu que je pourrais profiter à l'époque de mon activité intense auprès des maires, et je pourrais leur proposer, puisqu'ils sont juridiquement, les maires ont aussi une compétence pour la qualité de l'eau. Tout le monde a une compétence. Le maire, le préfet, la DAS a une compétence, et que je pourrais leur soumettre. Et c'est vrai, je dois reconnaître, Madame les juges, que lorsque j'avais parlé de ça à certains maires dont je tirais le nom, c'est bien évident, ils m'avaient regardé comme un bouc un petit peu fou. Un petit peu fou. Puisque dans l'équipe même rédactionnelle d'Antilla, je dois le dire, certains me regardaient et me disaient, mais Davidas t'a offert quelque chose, t'a proposé quelque chose à l'époque où, à l'origine, nous expliquions qu'il y avait une méthode. Mais ça n'aurait pas été suffisant. De limiter la casse, c'était de doter les stations de d'épuration de filtres au charbon actif. Au moins, l'eau qu'on a bu n'aurait pas été imbibée ainsi de chlordécone. Un jour, il faudra qu'on passe devant le tribunal de l'histoire. Moi, j'avais fait ma part à l'époque. J'ai commis la lâcheté ou peut-être la faiblesse de ne pas m'accrocher frénétiquement dès l'époque. Mais on m'aurait pris pour un fou. Donc on choisit d'être bien vu par l'œil de la société ou de se plier à la norme. Et je pense qu'il faut donner raison aux rebelles qui s'accrochent, même s'ils le font tardivement. Certains se reconnaîtront. Voilà, tu as parlé des tirailleurs déjà. On ne va pas en parler. Lula, si par tu veux contre, bien. tu pourrais parler de Lula. Oui, tout à fait. Donc, avec le début de l'année, c'est la nouvelle présidence et Lula revient au pouvoir. On a pu voir tout de suite qu'il est allé saluer la dépouille de Pelé, parce que bon, pour tous, Pelé, Pelé, c'était quand même, il a enchanté quand même notre jeunesse, hein, il faut dire. Oui. Et Lula, donc les choses sérieuses tout de suite, parce qu'il hérite d'un pays qui est dans une situation difficile. Et sur la question de la déforestation, c'est le point sur lequel on attend beaucoup, parce que avec Bolsonaro, la déforestation avait explosé. Terrible. Et donc lui, il a appelé pour être au ministère de l'Environnement une femme qui est une militante, Marina da Silva, qui était avec lui quand il a été président. Et avec elle, la déforestation avait diminué de 80%. Donc on peut espérer
que la planète se portera mieux, parce que la forêt amazonienne, c'est un des poumons du monde. Hein. Donc, par conséquent, nous sommes tous concernés par ce qui se passe en Amazonie. Et ce n'est pas seulement la question de la déforestation, c'est également l'environnement des peuples premiers qui y vivent et qui ont vu avec la déforestation disparaître leur habitat et leur mode de vie. Donc, par conséquent, il y a toute une politique qui est en jeu et on espère qu'il pourra y parvenir. Avez-vous entendu parler de cette... C'est pas une anecdote, c'est quand même 90 personnes qui ont perdu leur vie, quel que soit le bord intellectuellement où l'on se situe. Ce sont ces forces russes qui ont été décimées par les Ukrainiens à cause de la localisation qui a pu être faite de leurs appels téléphoniques à la Saint-Sylvestre, le jour de l'an. La guerre, c'est quelque chose d'horrible et sinon de dégueulasse. On a parlé de la Birmanie, Daniel en a parlé. On a parlé de Lula, je crois qu'on a presque fait le tour, sinon que je veux quand même dire que parmi les 4 sites remarquables qui ont été sélectionnés, la maison Saint-Cyr, la maison de Philippe Saint-Cyr, des parents de Philippe Saint-Cyr, a été sélectionnée pour la Martinique et qu'elle est la seconde après la Guyane à recevoir un prix substantiel. On a dit qu'on ne sera pas long, mais là j'aimerais bien aimé rester dessus, vous montrer les photos des différents sites. Vous savez, mon appétence, mon goût pour le patrimoine, pour la conservation du patrimoine. Malheureusement, il faut qu'on aille relativement vite. Sinon que vous expliquez que le nombre total de réfugiés demandeurs d'asile, rien à voir avec le patrimoine, hein, le nombre total de réfugiés demandeurs d'asile et déplacés s'élevait à près de 90 millions dans le monde à la fin de l'année 2021. 90 millions de personnes qui errent, qui sont là, c'est des boat people qui vont, certains parce que leurs îles sont en train de disparaître, d'autres parce qu'ils crèvent de faim, etc. Si les Français... c'est toi, Daniel. Oui, sur la fécondité. Alors, c'est intéressant. Ouais. Oui, on a eu l'occasion de parler de la fécondité, enfin de la population en Martinique et en Guadeloupe, de l'évolution. Là, il y a un rapport qui est sorti concernant la population française. Et le taux de fécondité des Français, même s'il a diminué, il est quand même positif. Et il est surtout, les Français sont champions d'Europe en termes de fécondité. Donc, par conséquent... il y a encore une possibilité de voir que la société puisse se développer, puisqu'on sait très bien que quand la démographie diminue, la société est en crise. Ce qui déplaira à d'aucuns qui pensent que la race doit être pure, mais il doit y avoir beaucoup de métis dans cette fécondité amplifiée. Qu'en penses-tu, Emmanuel, hein, quand on se promène à Paris, on sent que... les centaines de passagers du paquebot de croisière Viking étaient encore stockés, étaient encore arrêtés le 1er janvier, simplement parce qu'il avait été décelé une sorte de champignon sur leur coque. Alors j'essaie d'imaginer, ça c'était en Australie, j'essaie d'imaginer à la Martinique, alors qu'on les attend comme la famille attend la soupe. Quoi. Je m'imagine des bateaux qui arrivent et qu'on leur dit, là au port, au grand port, vous avez des petits champignons sur votre coque, attention, vous n'entrez pas, vous restez à l'écart. Autre lieu, autre endroit. Vous avez entendu parler d'Avatar ? Oui, c'est difficile d'échapper. Imaginez-vous que je suis allé au cinéma et que j'ai vu le film. Mais tu vas en parler tout à l'heure, je crois. Je vais en parler tout à l'heure, peut-être. Bon, enfin, je fais un avant-goût. Non, c'est parce que là, je vois que le cinéma a repris. J'avais fait une petite note là-dessus. Bon, mais c'est un sujet qui va être traité par Nadia, qu'on n'a plus, ou bientôt Alizé, qu'on reverra. En tous les cas, une information m'a un petit peu touché, c'est que, c'est à la fois banal et habituel, c'est que Samuel Umtiti, le défendeur français de Lecce, c'est une équipe italienne, et son coéquipier zambien, Lamek Manda, ont été visés par des cris racistes de la part de supporters de l'équipe de l'Asie Roma. Mais ça, c'est banal, le racisme, les injures, c'est pas la première fois, c'est pas ça tellement qui est important. Ce qui m'a touché, c'est qu'au sortir du match, il pleurait. Et puis j'ai vu des photos de lui dans les bras de son président, qui le réconforte. J'ai dit, mais finalement, ça nous permet à nous de garder cet équilibre entre ce qui est juste, ce qui est bien, de partir dans... Ça, c'est des racistes au football. Ben oui. Et puis il y a aussi ce président qui le prend dans les bras. Et c'est une photo extraordinaire pour lutter contre le racisme. Tu vois, le président, un aristocrate italien qui tient le petit nec dans ses bras et qui pleure sur son épaule. Bon, je crois qu'on a bien parlé. On peut passer aux actualités. Un petit jingle pour ça, peut-être. Là, on va entrer dans du dur. Avec l'entrée de la Croatie
la zone euro face au défi d'élargissement. On a confié ça à un businessman, un homme de chiffre d'affaires, mais aussi, c'est artiste, c'est multifacette. Emmanuel, je fais l'introduction. Après l'adoption de la monnaie unique par Zagreb, le 1er janvier 2023, la zone va compter 20 pays membres. Tu me dis si Oui, c'est bien ça. La Croatie rejoint le 1er janvier à la fois l'espace Schengen, c'est cette petite révision de Schengen et zone euro. Donc vous réalisez, c'est là que j'ai vraiment réalisé que la zone euro, la zone Schengen, l'Europe, c'est pas tout à fait pareil. Et puis, je te laisse développer. Oui, parce que la zone euro, enfin l'Union européenne, c'est 27 États, 27 États membres. Or, la zone, le nombre d'États membres qui appartiennent à la zone euro, ils sont au nombre de 20. Donc il y a donc 7 membres européens qui ne sont pas dans la zone euro, qui n'utilisent pas l'euro. Voilà, donc ça c'est intéressant déjà de comprendre. Ouais. Et en fait, il faut remonter au traité de Maastricht qui avait, il y a quelques années, qui avait instauré des critères économiques, des critères sociaux pour que les États puissent rentrer dans une monnaie unique. Et donc, les 7 États qui n'y sont pas encore sont ceux qui ne remplissent pas les fameux critères. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une exigence de l'Europe attendue de ses membres pour leur permettre de rentrer et de partager cette monnaie commune, cette monnaie unique. Donc voilà, ça c'était important de le rappeler. Donc avec l'arrivée de la Croatie, c'est maintenant 20 États européens qui font partie de la zone euro, qui partagent la même monnaie. Ça concerne un peu plus de 340 millions d'individus. Pour bien comparer, c'est un peu plus que le nombre d'Américains. Donc l'euro est aujourd'hui la deuxième monnaie la plus utilisée dans le monde. Donc c'est une monnaie forte, une monnaie importante. Et au-delà du volet mécanique et économique de la monnaie, qui régit les échanges, qui régit les valeurs d'un pays, il faut aussi y voir une dimension politique. L'euro est ce qui peut en réalité permettre aux États de se plier davantage aux critères politiques et donc de fédérer les populations. Il y a une monnaie à cette dimension politique que joue pleinement l'euro. Et donc voilà. Et donc moi, ce que ça m'inspire au-delà du volet purement économique, c'est de constater que les peuples ont une grande tendance à se réunir. Et on le voit depuis la nuit des temps d'ailleurs. Les groupes s'agrègent, grandissent, s'agglomèrent. Je pense même que ça fait partie de la nature humaine que de chercher des alliances. Et par l'euro, par l'Europe, on a l'expression vivante de populations qui sont très disparates. Il y a des écarts de richesse de 1 à 6 dans la zone euro. La Grèce. Par exemple. Donc mais pourtant, le chemin est pris de s'accorder, d'aller vers une union. Et derrière ce chemin, il y a une nature humaine qui pousse les pays à s'agrandir, les États à s'agrandir, les coalitions à se faire, jusqu'au jour où on arrivera peut-être à 2 ou 3 grands blocs. C'est ce que d'ailleurs préfigurent les grands mouvements géopolitiques auxquels on assiste en ce moment. C'est charmant comme rêve, hein. Daniel, revenons sur cette triste terre, en parlant de l'esclavage, la Barbade qui envisage de réclamer des réparations, j'allais dire réclamation, des réparations à la famille. Benedict Cumberbatch, on devrait avoir peut-être sa photo pour situer le personnage. Si elle vient, ça viendra entre-temps. Oui, le voilà. Donc il est connu. On le voit dans tous les films, dans plein de films. Il joue parfois le méchant. Parfois le bon. Parfois le bon aussi. C'est à toi de parler. Oui, alors cet article qui met en cause cet acteur met en lumière la question des réparations parce que c'est une question récurrente. Hein. Alors c'est la première ministre Mia Mottley de Barbade qui l'indique. Et la Barbade fait partie du CARICOM qui, en 2013, a créé une commission pour les réparations. Mais il faut savoir que cette question est une question qui est complexe et qu'il faut, selon moi, aborder avec pas d'idées préconçues, pas de préjugés et avec une grande faculté d'écoute parce que les positions sont différentes. Et pourquoi la question est complexe ? C'est parce qu'on peut se poser, selon moi, 3 questions. Qui doit réparer ? Qui doit bénéficier ? Et comment le faire ?
Ce que je dis, ça résulte de tous les débats qui ont lieu depuis maintenant 20-30 ans. La question se pose, est-ce que ce sont les États, que ce soit la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, et tous les pays qui ont pratiqué l'esclavage. Donc, est-ce que ce sont les États et ou les entreprises? Parce qu'il ne faut pas oublier que la richesse, par exemple, de la France, tous les négociants, les armateurs, les sociétés se sont enrichis. Et troisième possibilité, alternative ou cumulative, les descendants des esclavagistes. Donc, c'est une direction qu'indique Mia Mottley, qui n'était pas celle que le CARICOM avait adoptée en 2013. Donc, pour qui? Est-ce que ce sont pour les États africains? Est-ce que ce sont pour les descendants d'esclavisés? Et comment la réparation peut être morale? Ça veut dire la reconnaissance que l'esclavage est un crime contre l'humanité, le fait qu'il y ait des excuses, le fait qu'il y ait des mémorials. Ça peut être culturel, par l'enseignement ou par les politiques culturelles, ou ça peut être matériel. Par exemple, les propositions qui sont sur la table, c'est de faire abandon de la dette des États africains, c'est de créer des bourses d'études et la réparation individuelle, comme on l'a vu. Donc vous voyez que la réparation individuelle telle qu'elle est posée par Mia Mottley avec Cumberbatch, c'est une des possibilités qui est sur la table. Et toutes les initiatives individuelles judiciaires qui ont été engagées, pour le moment, n'ont pas abouti. Et il me semble que il faut accepter de tout mettre sur la table. Et je voudrais signaler qu'on ne part pas d'une page blanche, parce qu'il y a beaucoup de colloques. Et comme je l'ai indiqué, notamment, je voudrais montrer cet ouvrage qui a été réalisé. Ce sont les actes d'un colloque qui est organisé par le comité Devoir de mémoire. C'était à l'occasion du 150e de l'abolition de l'esclavage. Docteur Chalon et ses amis. Et il y avait eu vraiment des interventions de personnes de France, de la Caraïbe, des Antilles, bien entendu, et d'Afrique sur cette question. Et ça peut donner l'occasion de mettre des choses sur la table. Par exemple, lorsqu'on parle souvent de l'indemnité qui a été versée, donc on dit au moment de l'abolition de l'esclavage, qui a été versée aux propriétaires d'esclaves et pas aux esclavisés. Et donc, par exemple, il y a des études qui sont faites et on pourrait savoir quel est le circuit de ces indemnités qui ont été versées, parce que une bonne partie a été retournée vers la France, parce que c'était les négociants qui étaient des créanciers, qui les ont touchés, ce sont les représentants des maisons bordelaises. Donc justement, si on n'a pas de tabou, on peut, allons-y. Y voir plus clair. Non seulement y voir plus clair, mais aborder toutes les questions pour ne pas le faire de façon émotionnelle, mais avec l'aide d'historiens, de spécialistes, avec les archives. Et me semble-t-il aussi, ce que nous avons comme je dirais peut-être obligation, nous qui sommes les descendants, c'est un devoir de reconnaissance et un devoir de connaissance. Le devoir de reconnaissance à l'égard de ceux qui ont été victimes de l'esclavage. Et c'est le sens d'avoir ce que la France a fait, ce qui n'était pas le cas au moment du colloque. L'esclavage n'avait pas encore été reconnu comme crime contre l'humanité, donc ce qui veut dire que les choses avancent. C'est aussi le mémorial qui doit être fait. C'est une forme de réparation que l'État français doit financer, sur lequel il a donné son accord et qui n'est pas encore réalisé. Et c'est aussi le devoir de connaissance, c'est pour nous d'avoir accès à toutes les archives et d'exiger que ces archives soient mises à la disposition d'un plus grand nombre pour que les scientifiques puissent y travailler. Donc, par conséquent, il ne faut pas se focaliser sur ce qui a été dit, il faut s'en servir pour aller plus loin en sachant qu'il y a des choses qui ont été faites et qui ne sont peut-être pas connues de tout le monde. Puis-je préciser, on va conclure là-dessus, que Roger de Jam avait fait signer 2 ans avant la loi Taubira une sorte de déclaration que je ne ferai pas, Emmanuel, parce qu'on va dire que je le fais venir pour ça. Non, tais-toi, tu dis rien, tu n'as le droit de rien dire, laisse-moi dire. Il avait fait signer une déclaration signée par 400 Béquet qui 2 ans avant la loi Taubira, dénonçait l'esclavage comme abomination, comme crime contre l'humanité. Oui, et je peux compléter en disant qu'à l'occasion d'une commémoration du 21 mai,
il avait été invité par Serge Letchimy à s'exprimer à la place Abbé Grégoire. Place Abbé Grégoire. Et il avait redit... il avait relu ce texte. Tout à fait. Très bien. Christian, tu es là silencieux et tout. Il faut bosser. Ah, mais oui, mais tu me déranges pas. Il faut bosser. Près de 1700 journalistes. Tu vas te faire parler. 1700 journalistes tués en 20 ans dans le monde selon l'organisation qui s'occupe des journalistes sans frontières. Voilà. Ça représente 85 par année. 85, Voilà. Et ça représente 7 journalistes par mois. C'est fou, hein? Ouais, c'est chaud, hein? Mais c'est interpellant. Hein? Ouais. C'est interpellant de tuer. On ne parle même pas de ceux qui sont détenus, comme Olivier Dubois, oui, auquel on doit nécessairement faire référence. C'est vrai que ça fait beaucoup. Et les dernières années, en 2022, il y a eu 58 journalistes tués, 2021, 51. Donc la proportion reste quand même si elle est un peu inférieure à la moyenne, elle reste quand même suffisamment importante. Alors, quels sont les pays qui sont les plus concernés? Alors, en Europe, l'Ukraine, la Russie. Dans le monde, il y en a beaucoup. Il y a la Syrie, il y a des pays d'Amérique du Sud, il y a l'Irak, il y a des pays d'Amérique du Sud aussi, le Honduras, le Guatemala, où il y a effectivement des turbulences, la Colombie. Ouais. Vous voyez? Mais puis les motifs sont très diversifiés. Bon, ceux qui s'attaquent au cartel, par exemple, du narcotrafic, ceux qui s'attaquent parfois aux élus, tu parlais de la déforestation, il y a des journalistes qui prônent un environnement sain et qui finalement contrarient les intérêts d'un certain nombre d'investisseurs, d'un certain nombre de capitalistes. Absolument. Donc voilà. Alors quel est l'enjeu aujourd'hui? C'est cette liberté de la presse d'informer, ce droit à l'information qui est un droit humain que nous devons tous revendiquer. Mais c'est vrai que cette situation aussi d'assassinat de journalistes dissuade beaucoup de journalistes à aller faire. Et c'est vrai que quand on les voit, par exemple en Europe, là, en Ukraine ou ailleurs, il faut avoir du cran pour pouvoir prendre de tels risques. Alors on me dirait effectivement ils vont gagner de l'argent. Je crois que c'est une passion déjà, je crois que c'est une vocation aussi de servir la liberté, de servir l'information la plus libre possible. Et c'est des risques énormes. Donc, le Reporters sans frontières, l'organe qui effectivement se mobilise, et il dénonce ces assassins comme des prédateurs de la liberté de la presse. De même, l'UNESCO aussi intervient aussi sur cette question, bien évidemment. C'est la seule agence des Nations Unies dont le mandat est lié à la liberté de la presse. Alors, je vais vous lire rapidement. L'UNESCO condamne la violence contre les journalistes. Il y a une résolution le 29 novembre 1997 qui a été prise, rappel de l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme. Tout individu a droit à la liberté d'expression et d'opinion, droit fondamental. On sait qu'il n'existe pas dans beaucoup de pays. On a parlé notamment de l'Iran l'autre jour. Vous voyez ce qui se passe en Afghanistan également, où il y a un déni complètement du droit à l'existence de la femme. Donc, on a du mal à imaginer ça au XXIe siècle. Hein. La liberté d'information est un droit fondamental pour les êtres humains. L'UNESCO considère que trop d'atteintes aux droits fondamentaux sont bafouées dans le monde, que trop de journalistes sont assassinés dans leurs fonctions. Il y a aussi un plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes à assurer dans le monde. Voilà. Alors on peut ajouter aussi que, un petit peu à contrario, la liberté d'information est fondamentale, mais aujourd'hui on fait face à une marchandisation de l'information. Il y a tellement de canaux d'information, il y a tellement de fausses informations, il y a tellement de manipulation de l'information. Vous voyez ? Il y a aussi des lectures partisanes. Donc c'est très complexe. Hein. Dans un côté, il faut la liberté de l'information. De l'autre côté, il faut se battre pour que l'information soit juste. Et voilà. Oui, mais ceux qui prennent le plus de risques, ce sont ceux qui sont justement les plus soucieux de montrer l'information. Les autres qui divulguent des fausses informations, ils sont très à l'abri, ils ne prennent pas de risques physiques. Hein, c'est à ce devoir qu'à notre mesure et en toute sécurité dans ce douillet studio, que j'invite les auditeurs à venir visiter d'ailleurs. Il n'est pas immense, mais il est agréable. C'est dans ce contexte que nous faisons notre part du taf, du travail de la mission. Un petit peu d'aération, un petit peu d'expiration, un petit jingle pour annoncer des problèmes de société.
Alors, c'est à l'occasion de la sortie d'une application, de système. Il va nous expliquer, qui s'appelle ChatGPT, l'intelligence artificielle qui va bousculer nos habitants, nos habitudes. C'est pas la même chose. Je vous redonne la parole à Emmanuel. Oui, alors, ChatGPT fait beaucoup parler de lui en ce moment. Ouais. C'est un outil qui a été créé par une start-up américaine, californienne, qui s'appelle OpenAI, AI pour intelligence artificielle, et qui est donc un système de conversation intelligente. Alors, je ne sais pas si vous l'avez testé, moi je l'ai testé. Je l'ai testé aussi. C'est très troublant parce qu'on c'est pose des questions ouvertes et la machine vous répond et vous emmène dans des raisonnements, dans ce qui ressemble à des raisonnements. Ouais. Alors il y a un grand débat. S'agit-il de vrais raisonnements? S'agit-il d'ersatz de raisonnement? En tout cas, la conversation a lieu et elle se développe en fonction des interactions qu'on a avec elle. Alors, c'est très troublant parce qu'il y a des raisonnements justes, il y en a qui sont parfois injustes, qui sont erronés. Et c'est amusant parce que j'ai testé la machine aussi en posant des questions sur lesquelles il n'y avait pas de réponse possible à me donner. Ouais. Et là, j'ai eu le sentiment que la machine inventait des réponses pour les faire passer comme vraies. Donc il y a une espèce de volonté de garder un dialogue et de garder un aspect réaliste du raisonnement. Donc c'est quand même assez troublant. Ouais. Alors voilà, donc c'est un algorithme puissant, conversationnel, qui s'appuie sur le langage. Donc on parle là de l'intelligence artificielle qui s'applique au langage, avec toutes les vertus, les qualités, les défauts d'un langage, parfois ses imprécisions, parfois ses chemins un peu tortueux, et qui développe des sujets. Ça s'appuie sur une base de données aujourd'hui, ce que je crois savoir, je ne suis pas totalement expert en la matière, mais qui est relativement fermée, qui date de 2021, je crois. Et la question que l'on peut se poser, c'est que le jour où ce type d'outil aura accès à la totalité de l'information accessible. Et ça peut aller assez vite. Mais ça peut aller assez vite. Pour moi, c'est la prochaine étape. Là, on aura un outil ultra puissant qui pourra aller puiser, je ne sais pas, dans tous les actes rendus de justice du monde depuis la nuit des temps, pour répondre sur les aspects judiciaires, qui pourra aller puiser dans énormément de domaines, et là, pour apporter des réponses extrêmement fine. Donc potentiellement, tu dis que c'est quelque chose qui va être colossal, c'est ça? Oui. Mais pour le moment, mais pour l'instant. Aujourd'hui, c'est déjà quelque chose d'important. Il y a des interviews qui sont faites auprès de ChatGPT sur de l'actualité et on a des réponses qui sont complètement conformes à ce que pourrait répondre un expert dans tel ou tel domaine. Donc on a là une intelligence artificielle, mais une intelligence tout de même, qui sort de nos cerveaux humains pour aller dans des machines et qui se comporte de plus en plus comme nos propres cerveaux. Alors, ça fait partie des sujets qu'on a déjà développés les fois précédentes, mais c'est une technologie forte, une technologie importante, une technologie enthousiasmante, puisqu'elle nous emmène dans des chemins nouveaux, c'est très performant. Le chemin que ça prend doit nous interroger quand même, parce que vers où ce type de solution nous amène? Est-ce que ça nous amène à devenir décrochés par rapport à ces machines? Donc on évoquait... Ou soumis. D'une certaine manière, est-ce qu'on n'est pas en train de préfigurer une espèce d'obsolescence humaine? Parce que demain, les machines, déjà, elles travaillent mieux physiquement que nous, avec les robots, etc. Elles commencent à être plus performantes sur le plan social que nous, parce qu'elles développent des connexions que nous-mêmes, on est incapable de développer. Et puis, troisième volet, le volet purement cognitif, le volet purement d'intelligence, elle est en train de nous surpasser avec une vraie question. Est-ce qu'on n'est pas en train de transférer toutes nos fonctions humaines à la machine? Voilà.
Pour confirmer ce que tu as dit, j'ai posé la question de la réparation de l'esclavage à la machine, qui m'a répondu peu ou prou ce que Daniel avait analysé avec ses facultés cognitives à elle. Ouais. Alors, moi, je pense que Emmanuel a dit à plusieurs reprises, a utilisé un mot qui me paraît essentiel, c'est un outil. C'est-à-dire que la machine, grâce aux algorithmes, va donner, en fonction des documents qu'elle a emmagasinés, la réponse la plus pertinente. C'est-à-dire que les recherches que moi je fais, ça va durer une journée, 2 journées. Pour aller rechercher tous les éléments, la machine va utiliser l'algorithme pour donner la réponse la plus pertinente. Mais la machine ne peut pas raisonner et elle ne peut pas penser. Elle va donner une réponse pertinente en fonction de l'accès qu'elle a aux documents, mais nous ne pouvons pas perdre notre capacité de raisonnement. Il nous reste 2 minutes. Alors moi je voudrais quand même, parce que c'est intéressant comme débat, on est au cœur d'un débat assez existentiel, mais il y a des gens qui pensent que l'homme, le raisonnement humain, l'intelligence humaine, en fait, n'est rien d'autre qu'un algorithme. En fait, nous avons dans notre organisme un logiciel qui nous fait traiter des données que nous percevons par nos sens, notre œil, notre toucher, nos oreilles. Donc, ce sont des datas qui sont peu ou prou celles qu'une machine peut capter par d'autres moyens, et que notre intelligence, notre raisonnement, n'est qu'une capacité algorithmique interne, très sophistiquée, comme la machine. Donc, en réalité, la question vertigineuse que je pose, est-ce que nous sommes un algorithme qui traitons des données et qui avons l'impression d'être maîtres de nos raisonnements, mais en réalité, nous réagissons de manière un peu mécanique aux données que nous recevons. Et les machines qui sont développées aujourd'hui s'inspirent de ce que nous sommes. Et c'est en cela qu'il y a un rapprochement qu'il faut envisager. Et en tout cas, on est à la veille de grands bouleversements parce que il y a encore 2 mois, on n'imaginait pas ChatGPT. Alors, imaginez ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans et dans 50 ans. Enfin, on est dans des accélérations dans ces domaines qui sont extrêmement fulgurantes et vertigineuses. Savez, nous n'allons pas continuer sur ce sujet parce qu'à chaque émission, nous allons aborder une facette de ces questions-là. J'aime bien vertigineuse. Oui, mais oui, c'est ça. Et on ne va pas se faire peur une fois, on va continuer à comprendre ces problèmes pour les transcender. Daniel, parle-nous des chantiers du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour notre Outre-mer. Oui, notre Outre-mer, et notamment pour la région, je dirais, Antilles-Guyane. Alors, disons que les axes vont concerner le quotidien et vont concerner les institutions, l'avenir institutionnel. Ouais. Et donc, dans les questions du quotidien, il y a les aides financières sur des sujets, sur un sujet qui est notamment d'actualité en ce moment, c'est la question des sargasses. Donc, l'augmentation de l'aide pour pouvoir essayer de régler ce problème avec la prise en charge de la totalité des investissements, normalement. Mais quelquefois, quand on voit les images, on a l'impression que c'est un combat qui est presque perdu d'avance. Mais n'empêche qu'il y a une volonté affichée, en tout cas, de donner plus de moyens à cette question des sargasses. Et puis d'autres, pour lutter contre la flambée des prix, il y a également des aides qui sont prévues pour le logement, pour l'accès à la fonction publique et beaucoup à la question des transports aériens avec des moyens accrus qui ont été donnés à la DOM. Et il doit y avoir une réunion très prochainement sur cette question. Les déchetteries et tout ça aussi. Sur la question de l'eau, c'est le syndicat de Guadeloupe qui va bénéficier d'une aide de 30 millions d'euros. Mais, pour ceux qui se souviennent du sujet qu'on a abordé il y a plusieurs semaines, le syndicat actuel qui a hérité du syndicat ancien, il démarre déjà avec un passif de 30 millions. Donc, par conséquent, ça va boucher le trou. Ça va boucher le trou, mais ça ne va pas permettre de faire des investissements. Et ensuite, sur la question du chantier, la question institutionnelle. Alors, on en a déjà parlé. Il y a la révision constitutionnelle qui va concerner la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Et les Antilles-Guyane... Qui le souhaitent. Oui, mais le processus me paraît bien moins mature que celui de la Nouvelle-Calédonie. Mais il n'empêche qu'il y a des réunions d'étape qui sont prévues.
à Paris, et que le ministre délégué, M. Carinco, vient en Guyane bientôt, dans quelques jours, le 17, et que sa visite sera précédée d'une réunion de tous les députés ultramarins qui vont également discuter de cette question. Donc, disons que c'est ouvert, mais il me semble que le débat n'est pas... Parce qu'on ne voit pas les options. On entend parler de changement constitutionnel, mais on n'a pas encore vu, moi en tous les cas, je n'ai pas entendu, que ce soit à la Martinique ou à la Guadeloupe, d'options des politiques disant on va proposer au gouvernement telle voie. Donc c'est sur chantier, c'est sur établi. C'est ça, c'est pour ça que je dis que ça n'est pas mature, parce que la Nouvelle-Calédonie, il ne faut pas oublier que depuis plusieurs années, il y a eu des référendums, à 3 reprises, la population a dû s'exprimer, donc on est à un stade qui est différent que celui concernant le débat aux Antilles. Je peux donner mon avis, vous permettez, ce que je vous refuse, droit que je vous refuse. Moi, je pense que c'est très bien tout ça. Le processus est intéressant, parce qu'il faut qu'on soit responsable à tous les niveaux. Sauf si on a peur de soi-même, sauf si la classe ouvrière a peur des patrons, que les patrons ont peur de la classe ouvrière, que l'Église est en recul. Enfin, sinon, c'est une société disparate et puis rien ne sera possible. Il faut absolument que ce soit la Guadeloupe, la Guyane, pour que ça réussisse, il faut vraiment que ces responsables, que ces gouvernants, accélère le processus de résolution des problèmes du quotidien. Parce que comment voulez-vous qu'on vous fasse confiance, je vous regarde, si vous ne réglez pas pour la Guadeloupe le problème de l'eau, pour nous ici le problème des déchets, réglez ça, obtenez les moyens, ça peut être fait très rapidement en plus, ce n'est que des questions d'organisation, donnez ça, le secteur privé, ne donnez rien du tout, ne donnez rien au secteur privé, j'enlève mon mot, mais le secteur privé règle ses problèmes, les entreprises règlent leurs problèmes, vous, l'entreprise, collectivité ou région de Guadeloupe, réglez ces problèmes-là, vous prenez que la confiance sera renouvelée pour qu'on puisse ensuite répondre à votre désir de changement de statut. Personne n'a le droit de parler après, un petit jingle, et puis on va parler de cinéma. Jingle, jingle. Oui, alors bon, c'est moi qui vais parler de cinéma, parce qu'imaginez-vous que je me suis réconcilié avec le cinéma. Depuis l'existence des streamings, des services de commande de films et tout, je me suis dit que c'est plus confortable dans mon rocking chair, ou sinon quasiment dans mon lit à regarder les films. Et là, j'ai été entraîné par mes filles, parce qu'imaginez-vous que j'étais, comment on dit en métropole. J'étais en métropole. Bon, j'étais dans la capitale de la France, Paris, et on m'a amené voir au Rex, on m'a amené voir Avatar. Par principe, je somnole toujours au début des films parce que c'est le grand écran, les gens, le popcorn, les gens qui ça me dérange. Et puis ensuite, je me suis embarqué dans Avatar. Est-ce que l'un d'entre vous l'a vu? Non, pas encore. Dès qu'il va, il n'est pas encore arrivé ici. Oui. Courez le voir. C'est du cinéma. C'est du cinéma, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est mon commentaire du film. Pas un peu de décortiquer ce qu'on a lu sous toutes les coutures dans la presse. C'est du cinéma, c'est du grand cinéma, et c'est vraiment une grande chose qui fait que je suis en train de regarder les programmes du cinéma Élysée. Je vais rentrer au cinéma. Comme dirait l'autre, c'est pas vrai, j'ai pas le frisson. J'ai le frisson, comme dirait l'autre. Mais ça fait rêver. Moi, je trouve que ça fait rêver énormément. Absolument. Et ce qui fait encore beaucoup plus rêver, c'est la musique. Un petit jingle avant de passer la parole à Maestro. C'est le fils de Pierre, c'est Eddie Louis. Oui. Je te laisse tes 9 minutes pour nous en parler. Merci beaucoup. Alors, Eddie Louis, moi, je vous recommande d'aller voir sur YouTube sa production. J'ai revu un peu, je connaissais déjà Eddie Louis. Oui. J'ai eu l'occasion de le voir d'ailleurs au CERMAC. Jean-Paul César avait fait venir, il me semble, une fois. C'était un ami. C'est un personnage extrêmement productif dans la musique. Voilà. Alors, c'est le fils de Pierre Louis, tu l'as dit, donc il a grandi dans la lignée de son père. Il a appris très tôt le piano et de sa mère. Il a appris l'orgue aussi, parce qu'il c'était le spécialiste de l'orgue Hammond. Boda Scott jouait un peu la même chose, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il a eu une période d'activité entre 1962 et 2015, parce qu'il est décédé en 2015. Mais il a commencé avec son père, parce qu'il accompagnait son père, qui jouait un peu partout dans les salles à Paris. Et il a commencé donc il n'a pas vécu vraiment ici en Martinique. Il a vécu globalement en métropole, mais il a beaucoup d'activités. Alors son père fréquentait beaucoup de musiciens aussi, Dizzy Gillespie, Gershwin, enfin Claude Nougaro, Henri Salvador.
et il a baigné très tôt dans ce milieu. La grande musique, ouais. Alors, comme on a quand même pas mal de titres à écouter, Oui. on va commencer par un titre qui s'appelle Canon, Yes. de Eddie Lewis. Beaucoup de musiciens. Alors, pour revenir sur ce titre-là, vous avez remarqué, c'est un béliard. Ouais. C'est un béliard. Tout simplement. Voilà, tout à fait. Il est vraiment intégré dans les formes d'expression de son père. Ouais. Il a tourné beaucoup en Europe. J'ai dit qu'il a joué avec Henri Salvador, il a accompagné Jane Birkin, il a accompagné Claude Nougaro, il a accompagné Kenny Clarke. Hein, il a été aussi assez malade assez rapidement. Ouais. Diabétique, Il était diabétique. Il a même eu Une amputation. Une amputation, absolument. Mais en 1978, il nous a donné un disque magnifique qui s'appelle Histoire sans parole. Donc je vous propose d'écouter rapidement le titre Célestin Ouais. de Histoire sans parole. Alors, encore une fois, C'est coupé au meilleur moment. Ah, oui. On est obligé. la base, elle est Begin, mais on a déjà dit, on est loin de la Begin de Stelio. Ouais, c'est vrai. autre chose. Et puis l'aspect jazz, encore une fois, ressort de manière très, très évidente. Alors j'ai envie de dire, Eddie Lewis, c'est de la modernité, c'est de la très grande modernité, c'est de l'universalité aussi, parce que son itinéraire avec beaucoup de musiciens américains, français, européens, l'a amené à créer un répertoire. C'est un précurseur également, parce que l'orgue Hammond, l'approche de l'orgue dans la Begin, dans des traditions comme ça, c'est Eddie Lewis dans un point, c'est Eddie Lewis. Et puis je veux dire, c'est un enraciné, on le reconnaît aussi à travers effectivement la pérennité des rythmes que son père lui a transmis. On va écouter un troisième titre, hein, je crois que c'est Kakoudou. Kakoudou. Kakoudou, oui, ça c'est bon. Voilà, alors, je continue parce qu'il faut citer ceux avec qui il a joué aussi. Oui. Jean-Luc Ponty, Stanley Clarke, Billy Lagrène, Michel Petrucciani, Wynton Marsalis. Il a enregistré avec tous ces plus gens-là. grands. Hein. Il a fait 5 ou 6 albums à son nom, mais il a aussi servi de musicien de complément avec tous ces gens-là. Avec Petrucciani, Nicole Croisille, c'est- Petrucciani, absolument. André Condouan, le guitariste guadeloupéen, Jacques Higelin, Serge Gainsbourg. Donc on voit l'itinéraire de ce monsieur prodigieux musicien. Alors j'ai envie de vous dire que normalement dans les écoles de musique ici, on devrait connaître
Pierre-Louis. Et je pense que les radios aussi ont un devoir de pérenniser la pensée. Pierre-Louis, d'accord. Pierre-Louis, enfin, pardonne-moi, Eddie Louis. Pierre-Louis et Eddie Louis. Eddie, oui, les deux. Eddie, absolument. Père et fils. Il a eu en 1995 la victoire du jazz, le meilleur album de jazz international et instrumental. Donc c'est quand même. Il a joué à l'Olympia, il a fait ses 50 ans de carrière à l'Olympia. Voilà. Et alors, juste avant de vous parler de ces dernières années, on va écouter un dernier extrait. C'est Sans mêler. Sans mêler qui indique bien notamment Oui, ça. comment il se situe. Alors pour terminer, il est intervenu aussi sur des musiques de films. Il a travaillé avec Philippe Sard dans les films de Bertrand Blier. Par exemple, il a écrit des musiques de films. Il a une discographie énorme, comme je le dis. Moi, je vous invite à chercher Eddie Louis. Et puis, je voulais sensibiliser tous ceux qui organisent des festivals pour honorer la mémoire d'un homme qui a porté, à mon avis, la Martinique aussi à l'extérieur, à l'international, et qu'on ne connaît peut-être pas suffisamment à travers toute sa production. Je pense que ça me fait une certaine émotion de savoir surtout qu'il est mort, amputé, à la fin avec un diabète, et ça fait des souffrances, parce que j'ai des amis qui étaient proches de lui. C'est peut-être pas important, mais j'ai envie de dire aussi, il a beaucoup fait des formations avec des fanfares. Oui, parce qu'il aimait des grandes formations avec 30 Il a même enregistré avec musiciens. fanfare, absolument. Il a fait beaucoup d'expériences de fanfare. J'espère que nous avons rempli une fois de plus notre contrat, notre mandat, savoir de vous informer avec objectivité, sans passion, avec aussi un peu d'humour, parce que sinon on serait triste. On a essayé de vous dire des choses très sérieuses. Ce sont des sujets qui préfigurent ce que nous avons développé pendant toute l'année, avec ses comparses et d'autres, notamment Eddy qui va s'ajouter, Alizé qui reviendra, une fois sa grippe passée, qui reviendra pour nous aider. Et puis aussi pour vous enchanter, et puis pour vous instruire, et puis pour vous faire savoir que nous vous aimons. Et nous savons que c'est réciproque. À la semaine prochaine.